C'est pour ma pomme. L'Isérois Poma espère bien monter sur le podium des entreprises qui participeront au JO des Alpes en 2030. Il faut dire que son CV est assez impressionnant. Fluent dans toutes les langues, Poma fabrique en local transport par câble urbain et en montagne et ascenseur valéen. Le traditionnel marché au sapin est installé depuis quelques jours sur le trottoir du boulevard Clémenceau à Grenoble. Jusqu'au 24 décembre, une dizaine de producteurs et agriculteurs proposent des arbres de Noël de toute taille et de tout prix qui ont grandi dans des pépinières iséroises. Et puis, il est surtout connu pour murmurer à l'oreille des présidents de la République, mais ce passionné de musique sait aussi diriger un orchestre. Samedi, Jacques Attali sera en concert avec l'Orchestre symphonique universitaire de Grenoble pour fêter les 20 ans de leur première collaboration. Il est aussi l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 6 décembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une enquête pour violence volontaire en Réunion a été ouverte après l'agression dont ont été victimes mardi un peu avant 18h la principale du collège Jules Flandrin à Coran. Son adjointe et un agent d'entretien. Les 3 victimes n'ont été blessées que légèrement mais sont particulièrement choquées. Leurs agresseurs, 2 frères d'une jeune fille scolarisée dans l'établissement, venaient demander des explications après que leur sœur se soit plainte de violences familiales et qu'une ordonnance de placement provisoire ait été délivrée en urgence. Conduits par leur père à la gendarmerie de Mélan, les garçons de 17 et 19 ans ont été placés en garde à vue, tout comme le 3e frère de 22 ans, tous défavorablement connus des services de police, ainsi que leur mère, cette fois dans le cadre d'une enquête pour violence intrafamiliale. Une cellule d'écoute a été mise en place ce mercredi au collège. En 2030, les Jeux Olympiques ne se feront peut-être pas en Isère, mais pas sans Isérois. Depuis l'annonce du Comité international olympique de retenir la candidature des Alpes, certaines entreprises comme Poma espèrent bien tirer leur épingle des Jeux. L'Isérois, dont le siège social se trouve à Vorep, a fait le choix de construire aussi en local à Vérin-Tuélin. Camille Avon. Elle survole les montagnes, les villes et ce, même à l'étranger. Depuis 80 ans, l'entreprise iséroise Poma est spécialisée dans la fabrication de transports par câble, une solution de mobilité qui se veut plus douce et plus durable. En moyenne, l'entreprise peut fabriquer 6 grandes cabines et près de 120 petites par mois. Ici, dans les locaux, on les conçoit, on les fabrique et on les monte. Dans les ateliers de Sigma, qui dépend du groupe Poma, on est donc dans la conception de la cabine et ensuite on passe dans un processus de réalisation de cette cabine avec nos filières de sous-traitance pour un assemblage. On a vu tous les process aujourd'hui, la sous-traitance, la pro-matière, ensuite les différentes découpes et ensuite peinture, assemblage de tous les modules d'une cabine. En 2021, c'est la ville de Toulouse qui s'est équipée d'un téléphérique urbain signé Poma. Il parcourt près de 3 km en seulement 10 minutes. L'objectif, désencombrer le trafic. Mais ce n'est pas la seule ville, à Medellín en Colombie ou encore à Santiago au Chili. Les cabines sont présentes. Poma met un point d'honneur à mettre en avant le savoir-faire isérois et une fabrication 100% made in France. On est fiers de fabriquer en France, on est vraiment fiers d'avoir une filière de sous-traitance qui est aussi sur le territoire français. C'est important de voir à quel point on peut justement faire rayonner notre industrie dans tout le territoire. Mais ce n'est pas tout, l'entreprise innove en proposant des produits plus écologiques. On a un label qu'on a créé qui s'appelle Life Airway, Life pour Low Impact for Environment. Le but est de proposer une galaxie de produits qui minimisent l'impact, c'est-à-dire par exemple tout simplement des petits panneaux solaires souples qui peuvent être installés sur une cabine ou sur une toiture de gare. Proposer des moteurs qu'on appelle les moteurs lents, direct drive, qui proposent des solutions énergétiques avec une baisse de la consommation énergétique de plus de 15%. Poma a également engagé sur le projet de métro-câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinou. L'enquête publique se poursuit jusqu'au 21 décembre et le dossier est notamment disponible sur le site de la préfecture isère.gouv.fr ou via celui du syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise smag.fr.
1,6 milliard d'euros, c'est le budget du département de l'Isère pour 2024. Il sera voté en séance publique jeudi et vendredi. Un budget qualifié de solide par l'exécutif. 719 millions d'euros seront par exemple consacrés aux plus fragiles, notamment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou les allocataires du RSA. Le département engage aussi un investissement de 395 millions d'euros, entre autres pour la rénovation énergétique, les routes et permettre aussi l'augmentation du budget de la culture de 44%. Et pour les collégiens, le repas à 2 € à la cantine sera maintenu, tout comme la gratuité de la carte Tatou. 19 jours avant l'arrivée du Père Noël, c'est Saint-Nicolas qui débarque le 6 décembre sans le Père Fouettard, plutôt mal vu ces temps-ci. Dans le calendrier des festivités, c'est juste après le lancement du calendrier de l'Avent et pour certains, le bon moment pour se procurer un sapin de Noël. Ça tombe bien, le marché aux sapins de Grenoble est ouvert boulevard Clémenceau jusqu'au 24 décembre. Mirko Péchy. Comme chaque année depuis 1982 à Grenoble, quelques producteurs du département vendent leurs arbres de Noël. Cette année, 8 agriculteurs profitent de cette période pour diversifier leur offre dans ce marché aux sapins en plein air. Je suis Jérémy Raja et je suis agriculteur sur la commune de Laval en Belledonne. Alors on a une exploitation bovin-viande, on fait aussi nos propres céréales à 1000 mètres d'altitude et en complémentarité on fait les sapins de Noël pour le mois de décembre. Ça fonctionne mais pas à notre échelle. Nous on est à petite échelle donc c'est juste un complément de revenu on va dire. Car avec le sapin, il faut avoir un coup d'avance. Il doit pousser une dizaine d'années avant d'être coupé. On plante 2500, 3000 sapins tous les ans. L'épicéa, au bout de 10 ans, on va pouvoir commencer à récolter un épicéa qui va avoir une grandeur de 1,50 m à peu près. Par contre, après, pour les normannes, tout ça, il faut bien une quinzaine d'années pour pouvoir récolter un sapin. Et puis on a de la perte avec les grosses chaleurs, les canicules qu'on a l'été, ça nous fait des pertes parce qu'on n'a plus le droit d'arroser les pépinières. En 40 ans, au boulevard Clémenceau, les ventes ont quasiment été divisées par 2. L'une des raisons sont les grandes surfaces qui mettent des épines aux pieds des producteurs. On a du mal à attirer un nouveau public. Les gens qui ne connaissent pas le marché ne viennent pas forcément acheter leurs sapins au boulevard Clémenceau. Il y a beaucoup de sapins sur tous les autres types de surfaces, de grandes surfaces, Ikea, jardinerie, avec beaucoup de codes promo. Et du coup, les gens ils voient ça, ils y vont et ils ne pensent pas à acheter local, faire marcher les agriculteurs du secteur. Pour s'offrir un arbre de Noël, il faut compter environ 15 € pour un petit sapin et 45 € pour un sapin de 2 mètres. Le marché aux sapins est ouvert tous les jours de 8 h à 19 h. Et pour boucler le cycle, la métropole relancera en janvier la collecte des sapins qui seront recyclés en compost naturel. Un petit mot de sport, ça n'est vraiment passé pas loin pour les brûleurs de loups qui sont allés s'incliner mardi soir à Rouen en Ligue Magnus, menés 4-0. Les Grenoblois sont parvenus à marquer à 3 reprises entre la 52e et la 58e minute. But de Rouyanen, Lyubinov et Hardy. Mais faites-le compte, il en manque un. Et c'est son gardien, capitaine Brice Maubleu, souffrant d'une douleur au dos, que le GF38 a lui aussi perdu à l'extérieur. 1-0 contre Angers, également Ville de Hockey, qui prend la tête du classement de Ligue 2 devant Laval. Grenoble perd une place et passe 5e, tandis que Rouen accueillera également le FCG. C'est du rugby vendredi soir. Tout ça, c'est évidemment la grande famille du sport. Conseiller politique, économiste, écrivain, essayiste et en même temps musicien. Et même plus que cela, je reçois à présent l'homme orchestre, Jacques Attali. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir sur ce plateau. Vous donnez votre avis, on vous sollicite un peu partout, les hommes et femmes politiques, les médias, sur pas mal de sujets, la façon dont le monde tourne. Vous êtes aussi chef d'orchestre. Vous dirigerez samedi, salle Olivier Messiaen à Grenoble, l'orchestre symphonique universitaire de Grenoble. La première fois, c'était il y a tout juste 20 ans. Tout a commencé, comme souvent, chez Michel Drucker. Vous avez lancé un appel, c'est bien ça ? Pas exactement. Dans une émission de télévision, j'avais dit que si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait, j'aurais rêvé d'être chef d'orchestre. Et Patrick Souillot, qui est le chef de cet orchestre, déjà à l'époque, m'avait dit pourquoi pas, venez essayer. Et donc, je suis venu essayer et puis j'ai beaucoup appris grâce à lui. J'ai pris aussi un autre jeune musicien qui est devenu un grand chef, François-Xavier Roth, pour m'aider aussi. On va voir quelques images de François-Xavier Roth. Je dirige un peu partout dans le monde et je suis très heureux de revenir ici.
Parce que ça ne s'improvise pas, chef Non, d'orchestre. c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai pensé que je n'y arriverais pas, parce que c'est un vrai métier. Mais pourtant, en essayant un peu, modestement, on peut y arriver. Vous êtes musicien, vous êtes pianiste déjà. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez dirigé un orchestre? Bah, la première fois, c'était ici, il y a 20 ans. C'était j'avais un trac fou. Parce que c'était la première fois. Heureusement, il y avait beaucoup d'amis qui étaient là. Patrick m'avait encouragé et ça s'est plutôt bien passé. Donc, depuis, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai dirigé un peu partout dans le monde. Mais il y a vraiment des années-lumière entre ce premier concert et celui de samedi prochain. Quand on dirige un orchestre, sur quoi il faut être le plus pointu? Il faut avoir les yeux partout, les oreilles partout? Il y a 3 activités complètement différentes. La première, c'est d'étudier la partition, presque d'un point de vue mathématique, sa structure, comment les instruments s'agencent les uns avec les autres. La deuxième, c'est les répétitions. Il faut travailler avec l'orchestre, comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils savent, comment on peut s'adapter les uns aux autres. Puis la troisième, qui est tout à fait autre chose, c'est le concert lui-même. C'est un moment en direct d'improvisation où tout ce qu'on a fait avant se réalise, mais en même temps où ça se joue dans une relation extrêmement indicible, qui est la relation d'un fluide qui passe ou qui passe pas entre l'orchestre et le chef. Quel chef d'orchestre êtes-vous aujourd'hui? Modeste, humble. J'essaie de ne pas en faire trop, parce qu'il parfois il y a des chefs qui en font trop. J'essaie d'être aussi proche de la beauté de la musique. Là où je vais diriger, après Patrick qui va la diriger la veille et le lendemain la 9e symphonie de Schubert, qui est une œuvre absolument magnifique. Et je vais essayer de la faire éclore le plus possible, de faire comprendre la grandeur de cette œuvre incroyable. Voilà. Ouais, alors c'est une œuvre incroyable, vous le disiez. Schubert ne l'a pas vu interpréter de son vivant. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, sans doute en collaboration avec Patrick Souillot également, pourquoi vous avez choisi ce morceau? C'est une œuvre gigantesque. C'est une des très longues symphonies avec beaucoup d'instruments, beaucoup de musiciens. Donc c'est un grand défi. C'est une œuvre très complète où il y a beaucoup de choses. Pour ceux qui aiment, qui découvrent la musique classique, il y a énormément de choses. Il y a des thèmes magnifiques qu'on retrouvera d'ailleurs ensuite dans des œuvres plus populaires. Et je pense que ça dit bien ce qu'est la musique romantique et ce qu'est la grande musique telle qu'on devrait plus encore l'entendre aujourd'hui. Est-ce qu'un orchestre, c'est un condensé de la société française, en l'occurrence, vous qui avez longtemps, et peut-être encore maintenant, conseillé des présidents de la République? C'est certainement une relation de pouvoir. Il faut être légitime, il faut savoir où on veut aller, il faut écouter, il faut faire valoir les talents des uns et des autres, il faut apprendre à faire ensemble. C'est vraiment exactement ce qu'un politique devrait idéalement faire avec le pays. Je dirais que c'est plus facile à faire en musique qu'en politique, parce qu'en musique, on a une partition qui est écrite, tandis qu'en politique, Il faut parfois improviser. c'est le chef qui a écrit la partition en même temps. Vous avez aussi travaillé sur la mise en scène d'un spectacle de la Fabrique Opéra. C'est une des grandes parties du travail de l'Orchestre symphonique universitaire de Grenoble. Cette pièce, c'était la Traviata en 2019. Quel souvenir vous en gardez? J'adore ça. J'en ai fait une autre d'ailleurs de mise en scène d'opéra, mais c'est un travail extraordinaire parce que il s'agit là de mettre ensemble un orchestre, des musiciens, des choristes, des décorateurs, des techniciens de toute nature. C'est un énorme travail. Et l'opéra, c'est tellement... moi, je vibre beaucoup à l'opéra. D'un point de vue théâtral, d'un point de vue musical, c'est parmi les plus belles choses. Et le plus bel instrument du monde, c'est la voix humaine. Donc l'opéra, c'est l'art total. Dans cette mise en scène, on vous entendait même à certains moments, vous prêtiez votre voix à un petit intermède. Disons que j'expliquais ce que je voulais, oui. Et puis, la mise en scène, c'est vraiment travailler à la fois sur les costumes, on l'a vu, Oui. enfin, il y a vraiment c'est très complet. C'est très complet. Et ici, le projet de la Fabrique Opéra de Patrick, c'est justement, comme vous le savez sans doute, faire travailler les lycées et les collèges ici pour que les enfants et les jeunes qui s'apprêtent à faire des métiers techniques découvrent que leur métier peut servir aussi à l'art, et ça les permet à leur famille de venir découvrir l'opéra en même temps. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et puis, on peut dire que le prochain, ce sera un diable, ce sera Faust, la prochaine fabrique, le prochain spectacle de la Fabrique Opéra. Jacques Alors, Attali. il y aura une petite surprise dans le concert
que je vais diriger, où il y aura une petite surprise qui est liée un peu à l'auteur de Faust. Ah, très bien. Ben voilà, comme ça donne encore plus envie. Dans quelques jours, c'est Noël. Traditionnellement, on lance des messages de paix. Cette année, ça va pas être très simple. Il y a du boulot. Est-ce que vous avez de l'espoir, Jacques Attali? Oui. L'humanité est dans un moment terrible où le pire est possible. On peut dire même que le pire est vraisemblable, mais l'espoir est là. Et la renaissance que Noël annonce dans toutes ses dimensions, métaphysiques et biologique, est encore possible. Tout n'est pas perdu. Merci beaucoup, Jacques Attali. On rappelle qu'on pourra vous voir diriger l'orchestre. Est-ce que vous avez une baguette? Non, pas de Non. baguette. On pourra me voir, mais de dos. On pourra vous voir de dos et écouter l'Orchestre symphonique universitaire de Grenoble samedi à 17h30, salle Olivier Messiaen. Il y a également des représentations vendredi et dimanche. Et les réservations, c'est sur l'orchestre.com. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Dans l'agenda également, la laïcité, une chance pour la liberté religieuse. Point d'interrogation, c'est le thème d'une soirée organisée jeudi par la ville de Grenoble et le Conseil interreligieux. Ce débat réunira les représentants de cultes catholiques, juifs, musulmans et protestants afin de célébrer la journée de la laïcité le 9 décembre. Rendez-vous à 18h dans le salon de réception de la mairie. Si on parlait aujourd'hui avec Lucille Dailly qui reçoit Mégane Roca, une jeune grenobloise créatrice d'une ligne de produits cosmétiques éco-responsables à base de noix de Grenoble. Myriam Neely qui permet aux personnes en situation de grande précarité de jouer au foot et de nouer du lien social grâce à son association Soccer de rue. Et Mathieu Mervan, auteur et comédien à la Comédie de Grenoble, la salle qui fait rire les Grenoblois depuis 10 ans. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.